Au sommaire de ce journal, en marge du sommet sur la situation en Libye et au Soudan tenu au Caire en Égypte, le chef de l'État Idriss Déby Itno a eu des rencontres avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et congolais Denis Sassou Nguesso à suivre en volet 1 de ce journal. Et puis au palais de la démocratie, le journée d'information et de sensibilisation sur la couverture santé universelle a été organisée à l'intention des parlementaires. Les députés ont appris les enjeux de cette. Et puis, nous parlerons également de cette opération pose des colliers pour protéger les éléphants, une population en déclin. L'opération a été lancée par le ministre de l'Environnement dans le Hadjar Lamis. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre ce journal. Tout d'abord, sachez que le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena ce midi en provenance du Caire. Le chef de l'État est de retour de la capitale égyptienne où il a pris part aux réunions consacrées au Soudan et à la Libye, convoquées par le président en exercice de l'Union africaine. Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République, est salué à son arrivée à l'aéroport international Hassan Djamous par le ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassire Koumakoy, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Paimi Debe, quelques membres du gouvernement ainsi que ceux du cabinet de la présidence de la République et le maire de la ville de N'Djamena. Fait à N'Djamena le 24 avril 2019, la direction de la communication. Et puis sachez également que dans un point de presse, le président du collectif tchadien contre la vie chère demande à la population de surseoir à la marche contre la pénurie de gaz prévue pour demain. Toutefois, il demeure vigilant pour suivre la promesse du gouvernement pour l'approvisionnement total du gaz fait en N'Djamena. Le 24 avril 2019, le président Dingam Naël Nelly Persinis. Je l'annonçais en titre que le président de la République, Idriss Déby Itno, a participé au Caire, en Égypte, au sommet consacré à la Libye et au Soudan. En marge des travaux, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et congolais Denis Sassou Nguesso. 4 heures après la clôture de la rencontre sur la situation au Soudan, les chefs d'État et de gouvernement, à l'exception du président de la République Idriss Déby Itno, ont tenu une autre réunion, cette fois-ci consacrée à l'imbroglio libyen. La réunion clôturée, le chef de l'État Idriss Déby Itno vient à la rencontre de son homologue Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. La rencontre durera 2 heures. Les deux hommes d'État ont fait le tour d'horizon des deux situations avant d'aborder la coopération tchado-égyptienne, une coopération dense, fructueuse, avantageuse, surtout visible et lisible dans divers domaines au Tchad. L'audience avec le président en exercice de l'Union africaine, terminée, le chef de l'État Idriss Déby Itno vient à la rencontre de son homologue Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine chargé du dossier libyen. Denis Sassou Nguesso n'a pas pris part à la rencontre consacrée à la situation au Soudan, mais au contraire, il était présent à celle consacrée à la Libye, contrairement au chef de l'État Idriss Déby Itno. Les deux présidents s'échangent les informations sur les deux rencontres durant 1 heure. Le chef de l'État Idriss Déby Itno. Les décisions que nous avons prises aujourd'hui et que les décideurs par rapport au Soudan, c'est de demander évidemment aux uns et aux autres, à l'ensemble des acteurs, de dialoguer et de trouver une solution dans les 3 mois à venir. C'était la décision qui est sortie, vous avez suivi le communiqué. En ce qui concerne la Libye, je pense que c'est le cessez-le-feu et un dialogue. Maintenant, est-ce que ça va être suivi des faits? Nous n'en savons pas. Nous avons des équipes, bien sûr, nous allons suivre, en souhaitant que la sagesse africaine prévoit sur les positions de crispation des uns et des autres pour permettre à ces pays-là de sortir de ces crises. Artisan et partisan de la paix, le président de la République Idriss Déby Itno a été de toutes les rencontres consacrées à la paix en Libye et au Soudan.
Revenons à N'Djamena pour dire que le comité de pilotage du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive a tenu sa première réunion ce 24 avril. La rencontre a regroupé les membres du gouvernement, les points focaux et des partenaires. C'est une occasion pour revoir les orientations du projet en vue de sa bonne mise en œuvre. Kaliangavuna. L'un des projets phares du gouvernement et du plan national de développement 2017-2021, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad qui vise à améliorer les conditions de vie socio-économique de la population à la base est déjà opérationnel. Pour la bonne mise en œuvre de ce projet qui concourt à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, le comité national de suivi technique comprenant plusieurs départements ministériels et les points focaux tient pour sa première fois sa réunion dans le but de formuler des recommandations garantissant la gestion efficace et efficiente du projet. Le PADELFIT d'un coût global de 640 millions de dollars vise l'atteinte des objectifs et des résultats que nous avons prédéfinis. Ainsi, ce programme va apporter une contribution substantielle à hauteur de 424 millions de dollars, soit environ 212 milliards de francs CFA, et les 216 millions restants restent à mobiliser. Le PADELFIT, qui résulte de la volonté politique, de l'ambition et de la détermination de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, premier acteur de développement du Tchad, il s'est engagé personnellement dans son mandat actuel à promouvoir le plein emploi, la formation professionnelle des jeunes, l'équité de genre et le développement du monde rural. La représentante résidente du PNUD au Tchad informe que son institution est toujours aux côtés du gouvernement pour mobiliser les ressources nécessaires. Le PADELFIT est mis en œuvre au moment où le gouvernement a clairement affiché son engagement à l'atteinte des objectifs de développement durable et du PND. Le PNUD est en train de mettre sur pied un laboratoire d'accélération de développement afin d'appuyer les autorités et la population à identifier des solutions nouvelles pour accélérer l'atteinte des EDD à travers le développement local. À cet effet, une somme de 2 millions de dollars a déjà été mobilisée pour ce laboratoire pour une période de 3 ans. Compte tenu de l'attention particulière qu'accorde le gouvernement au PADELFIT, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï, par ailleurs président du comité national de suivi technique de ce projet, exhorte les membres à faire des propositions concrètes et objectives pour la réalisation du programme. Dans le cadre de préparatifs de la première édition du Forum d'investissement Tchad-Monde arabe, le ministre de l'économie et de la planification du développement a tenu une réunion d'évaluation des avancées. Il était question au cours de cette rencontre de faire la restitution de la mission effectuée au Proche-Orient et au Maghreb et aussi d'annoncer le report du forum. Nous en parlerons dans le cours de ce journal. Sachez que dans le cadre de ce forum Tchad-Monde arabe, une autre mission s'est rendue au Qatar et au Koweït pour inviter les investisseurs de ces pays à y prendre part. Qu'en est-il de cette mission? Allons savoir avec Kaliangavuna. Le but principal de cette mission que dirige Hissène Tahir Sougoumi, secrétaire d'État à l'économie et à la planification de développement dans ces deux pays du Golfe, vanter les potentialités du Tchad pour attirer les investisseurs arabes et en même temps convier les hommes d'affaires de ces deux pays à prendre part au forum Tchad-Monde arabe. Hissène Tahir Sougoumi et sa suite ont rencontré respectivement les autorités qataries et les hommes d'affaires de ces pays pour leur faire savoir les richesses minières dont dispose le Tchad et du favorable climat des affaires. La délégation tchadienne s'est ensuite rendue au Koweït où elle a aussi rencontré les autorités et les investisseurs pour la même cause. Hissène Tahir Sougoumi a au cours de cette mission demandé aux hommes d'affaires de ces deux pays de venir investir au Tchad, car, dit-il, le Tchad compte s'ouvrir au monde arabe pour son décollage économique. On en vient au deuxième titre de ce journal, la couverture de santé universelle. Les parlementaires doivent être impliqués et comprendre les enjeux de la mise en œuvre de cette politique sanitaire. Leur contribution s'avère nécessaire. C'est pourquoi une journée d'information a été organisée ce matin au Palais de la Démocratie et a vu la présence du ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad Sali. Moussa Mbodou Abdoulaye. Cette journée d'information vise à informer et sensibiliser les élus du peuple sur la couverture sanitaire universelle. Une stratégie mise en place par le gouvernement et ses partenaires pour faciliter l'accès aux soins de qualité pour tous à l'horizon 2030.
Selon le député Jacques Laungamaï, président du comité d'organisation, et le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean Bosco Duokubayo, une population bien portante constitue un atout majeur pour un pays en quête de développement. De ce fait, il invite le gouvernement à la mise en œuvre de cette stratégie. Le chef du département de la santé publique réitère l'engagement du gouvernement. Pour améliorer la situation sanitaire au niveau de notre pays, le département de la santé a mis en œuvre diverses stratégies. Nous avons une stratégie de santé communautaire pour une meilleure application de population qui est en train d'être mise en œuvre. Les 40 000 seulement agents de santé sont recrutés, ce n'est pas encore assez. Le président de l'Assemblée nationale salue la démarche du gouvernement qui va dans le sens de la couverture sanitaire au Tchad. Je voudrais saluer et féliciter le gouvernement pour cet engagement fort en faveur des populations qui peinent à prendre en charge les frais de leur santé les plus élémentaires. Le résultat vers lequel nous sommes en train de cheminer concrétise les promesses faites de tout mettre en œuvre pour sortir le peuple tchadien du marasme économique et de la misère sociale en permettant à chaque Tchadien de pouvoir se soigner. A précisé que la couverture de santé universelle est une stratégie mondiale adoptée par les Nations Unies en septembre 2015. Elle consiste en l'accélération de l'atteinte du troisième axe des ODD, les objectifs de développement durable. Merci Moussa Mbodou. Zéro palu, je m'engage, c'est le thème de la 12e édition de la Journée mondiale des luttes contre le paludisme. L'engagement au niveau national est-il suffisant pour arriver à l'objectif zéro palu? Découvrons donc ce qui s'est fait et ce qui s'est fait dans le sens de la lutte contre cette maladie. Amanisa Kazina. Zéro palu, je m'engage. Ce thème de la 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a tout son sens. Éliminer le palu, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est une priorité. À travers cette campagne dite inclusive, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, voudrait bien faire en sorte que le paludisme devienne une priorité politique. Le but de cette journée est de faire connaître et comprendre le paludisme et de fournir les informations pour la lutte antipaludique. Une maladie évitable et curable qui continue de tuer un enfant toutes les 2 minutes et menace la moitié de la population mondiale. Tenez, pour la première fois depuis 10 ans, le nombre de cas de paludisme en 2017 a atteint 219 millions de personnes. Le chiffre est alarmant. Le continent africain concentre plus de 90% de ce fardeau et 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre sont parmi les plus touchés. Le Tchad, pays au cœur du continent africain, ne fait pas exception. Selon le ministère de la Santé publique, plus de 35% des cas de décès sont enregistrés chaque année. Cependant, le pays s'est engagé depuis 2008 sur la voie d'éradiquer totalement cette maladie qui endeuille chaque année des familles tchadiennes. Des efforts sont constatés ça et là pour dire non au palu. Nous en citons par exemple la distribution gratuite des millions de moustiquaires imprégnés chaque année, la gratuité de certains soins contre le palu ou encore la mise sur pied du programme national de lutte contre le paludisme. Des efforts qui ont poussé l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme à récompenser en 2017 le Tchad pour son leadership dans la lutte contre cette maladie lors du sommet de l'Union africaine. Même si l'exploit s'avère pertinent, le combat contre ces fléaux ne pourra être gagné seul par le gouvernement. La population, première responsable de l'insalubrité, doit également prendre conscience de cette menace, puisque les ordures constituent des nids de moustiques, cause principale du paludisme. À la veille de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'OMS annonce le lancement des tests à grande échelle du vaccin contre le palu. Ces tests vont avoir lieu au Malawi, au Kenya et au Ghana sur des dizaines de milliers d'enfants, principales victimes du paludisme. Le 25 avril est pour l'OMS la journée mondiale du paludisme. Elle s'appelait au début la journée africaine du paludisme en raison de l'importance de cette maladie sur le continent africain. Créée en 2001, elle devient journée mondiale en 2007 par décision de l'Assemblée mondiale de la santé.
Merci Aman. Rendons-nous dans le Hadjar Lamis où le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Siddiq Abdelkerim Hagar, vient de lancer la plus importante pose d'écoliers sur les éléphants afin de protéger la population en déclin. L'utilisation d'écoliers satellitaires est une mesure efficace pour surveiller les mouvements d'espèces sauvages et assurer leur sécurité. Explication détaillée, c'est avec Youssouf Abderrahman Alikat. À travers le projet de recherche et de suivi écologique en appui à la lutte anti-braconnage des éléphants Préselab, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et de l'Université de N'Djamena cherche à éradiquer définitivement le braconnage au Tchad. Raison pour laquelle 3 colliers satellitaires ont été portés aux 3 éléphants dans la province de Hadjar Lamis. Cette opération de port de colliers s'est faite à l'aide d'une arme à produit somnala qui immobilise le pachyderme avant de lui poser le collier. Cette démarche consiste à surveiller et à évaluer périodiquement et en temps réel la position de l'éléphant depuis le centre d'opération basé à N'Djamena. L'objectif de ce projet consiste, dans un premier temps, de connaître les éléphants, de mieux connaître les éléphants, de les suivre et d'avoir des données scientifiques sur les populations qui vivent ici. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a relevé que les éléphants de la province de Hadjar Lamis doivent être maintenus dans un cadre spécial en dehors des activités humaines pour éviter le conflit homme-éléphant. Nous sommes en train de mettre en place une nouvelle stratégie et un plan d'action pour la sauvegarde et la protection des éléphants de cette région-là. Compte tenu de l'histoire des éléphants dans cette région, qu'on considère comme être la région primaire des éléphants du Tchad. Après Hadjar Lamis, la mission de Préselab, conduite par le coordonnateur Dr Dolmia Malachi, s'est rendue au lac Fitri. Ici, l'équipe a doté un éléphant d'un collier pour garantir sa sécurité. Le Préselab a été entièrement financé par les États-Unis d'Amérique à la hauteur de 250 millions de francs CFA pour une durée de 2 ans. Parlons à présent d'une restitution, cette restitution de la Société nationale de télécommunications qui a été au centre d'une assemblée générale au ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. On en parle avec Amat Aliadji. La Société de télécommunications du Tchad, SOTEL, se réorganise pour mieux offrir ses prestations. Et c'est à travers la tenue d'une assemblée générale qui a permis d'adopter les résolutions prises au cours du conseil d'administration. On a fait quelques constats à notre arrivée à la SOTEL. On a remarqué que la SOTEL avait du mal même à couvrir sa masse salariale. Après ce constat-là, on a déduit en tout cas quelques facteurs qui peuvent être la cause de tout cela. Le plus édifiant, c'est celui du personnel. C'est pourquoi, il a, en concertation avec la direction générale, le ministre a estimé que pour parler de restructuration ou de redynamisation, il faudra qu'on commence d'abord par élaborer un plan social. La réorganisation de la SOTEL implique les différentes composantes qui participent à la bonne marche de la société. On est satisfait parce qu'ils ont résolu l'un des problèmes cruciaux de la SOTEL. Maintenant, la première étape est déjà finie. Pour le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, des dispositions ont été prises pour satisfaire les deux parties. La mise en œuvre complète de ce plan permettra à la SOTEL de réduire ses charges d'environ 1,470 milliard par année. Ce qui veut dire que ce qu'on est en train d'investir pour l'instant, pour faire partir le personnel, c'est des charges qui seront en tout cas d'une manière ou d'une autre seront compensées. Et qu'en 2 ans, on allait vraiment alléger cette structure. La réorganisation de la SOTEL Tchad se fera par étapes dans le respect des textes du travail, assurent les différentes parties présentes à cette assemblée générale. Célébration ce 24 avril de la journée de l'agent de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. À cette occasion, les agents de l'ARCEP se sont retrouvés pour réfléchir sur les défis liés à leur profession. Guillaume Benguiri. Ils sont plus d'une vingtaine à honorer de leur présence à cette célébration de la 10e édition de l'agent de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Cette commémoration est une opportunité pour les agents de la dite institution d'évaluer les progrès réalisés et de jeter les nouvelles bases
sur le devenir de l'entreprise et de leur carrière. Cette journée, en son article 3, se veut un cadre de réflexion entre les agents pour mener à bien la mission de l'autorité. Je vous exhorte à créer et entretenir dans ce climat de confiance. Malgré les réalisations, quelques défis majeurs restent à relever. Et pour pallier à ces difficultés, les agents ont affirmé qu'avec le concours de la Direction générale de l'ARCEP, l'institution pourra retrouver ses lettres de noblesse. La célébration de cette 10e édition est aussi une occasion pour les personnels de l'ARCEP de renouveler leur engagement et attachement à leur institution. Le projet d'appui à la justice au Tchad, dans sa phase 2, a fait un don de matériel informatique et autres au ministère de la Justice. C'était pour l'amélioration des conditions carcérales. Rose Wakta. Ces matériels informatiques et équipements médicaux offerts par le projet d'appui à la justice au Tchad, PRAJUS 2, financé par l'Union européenne, visent à renforcer les personnels de la justice et ses partenaires dans la conservation des dossiers des prisonniers, mais aussi aider le ministère de la Santé à prendre en considération les détenus de la maison d'arrêt de N'Djamena et de quelques maisons d'arrêt des provinces. Selon le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, ce don de matériel va contribuer à la bonne gestion des dossiers des détenus et les prendre en charge sur le domaine sanitaire. On ne peut pas travailler si on n'a pas du bon matériel, donc l'Union européenne se réjouit de voir que sur le terrain, les magistrats et les fonctionnaires du ministère de la Justice vont pouvoir être correctement outillés pour exercer leur mission. Le ministre de la Justice, garde de Sceaux, chargé des droits humains, salue ce geste louable. Les archives sont très importants. Ils permettent au ministère d'avoir toute la législation. Ils permettent d'avoir une base de données de tout le personnel du ministère de la Justice. Le coût total de ces matériels est estimé à 15 millions d'euros, environ 9 milliards de francs CFA. On parlait de la pénurie de gaz. Qu'en est-il de cette pénurie? Une de nos équipes a sillonné quelques grands dépôts de gaz jusqu'à Djarmaya. Constat, la disponibilité de gaz est effective. Reportage Mamat Ali Abakar. Deuxième jour de la descente, le constat rassure encore. La disponibilité du gaz butane est effective. Sur place, dans le point de chargement du gaz, les employés sont à pied d'œuvre pour satisfaire tous les clients. Fini la phase du chargement, s'ensuit celle du contrôle. Et les distributeurs sont présents pour acheminer les bouteilles vers le point de revente. La tracasserie de la longue queue n'est qu'un vieux souvenir. Je peux vous rassurer aujourd'hui que le gaz est disponible sur le marché. Et raison pour laquelle vous avez constaté on n'a pas assez de véhicules en attente. Le gaz, on en a, et dès que le client arrive, on remplit et il repart pour aller distribuer. Pour le président du conseil d'administration de Al Mahari Group, la situation est stable, il n'y a pas d'inquiétude. Depuis une dizaine de jours, et après les dispositions qui sont prises par le ministre du pétrole et par la direction ASAT, il y a au moins 6 citernes par jour qui sortent de la raffinerie. Et nous avons aussi le gaz qui est importé en moyenne 2 citernes par jour. Avec 8 citernes par jour, nous avons tout ce qu'il faut en termes de besoin de gaz pour le Tchad. Même son de cloche du côté de la société de pétrole et du transport Sopétrans. Donc maintenant on est en train de remplir le gaz, on amène, il n'y a pas de gens, ils vont prendre n'importe quel bien qu'il va trouver, il va partir. Donc il n'y a pas d'autre chose. La leçon est tirée et les dispositifs sont pris pour éviter à la population de revivre cette tumultueuse épreuve de la pénurie du gaz. Le pouvoir public, tout comme les grandes compagnies de distribution, s'activent pour pérenniser la disponibilité effective de ces combustibles vitaux sur toute l'étendue du territoire. Le président de la coalition des associations de la société civile a fait une déclaration. Mahmoud Ali Seïd s'est exprimé sur la marche interdite suite à la pénurie de gaz. Il invite à l'esprit des citoyennetés. Suivez. Ces individus en mal d'existence cherchent à parodier, voire à copier mécaniquement certaines réalités désolantes constatées dans certains pays
vers chez nous ici. Le Tchad est différent. Ses réalités sont différentes. Sa composition sociale est différente. Parce que nous avons connu les affres de la guerre. Les Tchadiens ont connu les difficultés de toutes sortes. Dieu merci, aujourd'hui, les Tchadiens connaissent la paix, connaissent les valeurs de la paix, connaissent les valeurs cardinales de la paix. Et ils n'accepteront point à ce que des individus tentent de pousser les gens à descendre dans les rues pour casser cet élan de développement que nous connaissons aujourd'hui. Il ne peut y avoir des citoyens modèles sans un comportement respectable et respectueux des textes de la République. C'est pourquoi nous disons à tous nos frères et sœurs d'être vigilants. Nous leur demandons d'être vigilants, nous leur demandons d'être à la veille pour ne pas accepter les messages véhiculés par certains esprits qui cherchent à tout prix à saper le moral des Tchadiens et à jeter l'opprobre sur leur propre pays. Nous, au niveau de la Kazakh, on s'inscrit en faux et en antagonisme par rapport à tous les appels qui conduisent vers les déchirements, vers les blocages, vers la haine, vers la déstabilisation. Nous constatons malheureusement que ces appels sont crachés à longueur de journée au sein des réseaux sociaux. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'utilisation de ces outils de communication doit être faite avec tact, avec intelligence et avec cohérence pour éviter à notre pays les déchirements épouvantables que nous constatons chaque jour dans les pays qui entourent le nôtre. La majorité des pays qui nous entourent se trouvent dans des situations scabreuses à tout point de vue, dans des situations difficiles, dans des situations peu enviables. C'est pourquoi ces situations non moins dangereuses doivent être évitées à tout prix. Nous devrions conjuguer nos efforts, nous devrions mettre en place une synergie qui nous permettra de s'opposer à ce genre de messages de haine, de s'opposer à ces messages de déstabilisation. Dans le même registre, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, par la voix de son secrétaire général Abadaoud Nangdjede, invite les organisations de la société civile à la retenue. Suivez. Une organisation de la société civile responsable ne met pas les gens dans la rue pour de telles causes dont la solution ne dépend pas du gouvernement. Même au fort de la crise sociale, les syndicats n'ont pas appelé les travailleurs dans la rue. Seul le dialogue, et encore le dialogue, et rien que le dialogue dans la recherche de la solution, a pu éviter au pays de la crise la plus longue et désastreuse. L'exacerbation des tensions sociales n'est pas l'apanage des organisations de la société civile. Pour l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, ADET, la seule approche qui va dans l'urgence, c'est celle de s'approcher, de discuter et d'insister avec le gouvernement sur des solutions alternatives à l'effet de trouver une mesure alternative. Cette solution alternative que l'ADET appelle, c'est celle tendant à lever provisoirement et dans l'urgence la mesure d'interdiction du bois de feu et du charbon de bois pour permettre la commercialisation du bois de feu en complémentarité de la vente sporadique actuelle de gaz jusqu'à ce que la production et la vente de gaz atteignent son niveau optimal de satisfaction totale du marché en termes de disponibilité. L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad appelle les ménages à rester chez eux et vaquer à leurs occupations en cherchant leur pitance quotidien que de perdre du temps pour une action sans issue. Les enfants, à se méfier de telles actions ayant des objectifs autres que sociaux. Les autres corps à vaquer à leurs occupations professionnelles habituelles. Et je vous remercie.
Et puis le mouvement tchadien pour la défense des droits de l'homme tient à informer tous ses militants, sympathisants et les points focaux de vaquer normalement à leurs occupations en date du 25 avril 2019. Puisque le gouvernement a résolu le problème de la pénurie de gaz, le MTDH se félicite de cette initiative et encourage le chef du gouvernement, président de la République, à persévérer dans ce contexte pour la transparence, la paix et la justice dans notre pays. Pour le président de MTDH, Mohamed Tahir Adirdir. Parlons de cette rencontre du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena avec les maires d'arrondissement. Il était question pour Dago Yahoub de signifier aux maires d'arrondissement d'assumer leurs responsabilités afin de rendre la ville de N'Djamena propre. Je propose de l'écouter. Nonobstant mes multiples interpellations et conseils lors de nos rencontres hebdomadaires, je suis au regret de constater que notre cité capitale demeure toujours insalubre. Les artères principales bitumées et les viaducs sont obstrués et envahis par des sables faute d'entretien. Les rues sont jonchées d'immondices et d'épaves. Les marchés sont sales avec des ordures non enlevées. Les eaux usées déversées et qui stagnent partout. Des chiens et animaux errants. Les réserves de l'État ainsi que les domaines publics sont occupés par des individus. Les espaces de reboisement sont systématiquement soit détruits, soit occupés. Dorénavant, de tels comportements ne seront plus tolérés. Je multiplierai les contrôles pour m'enquérir de l'application de toutes les instructions. De ce qui précède, je vous instruis à vous atteler à réaliser les activités relevant de vos compétences respectives conformément au décret 478 par la relance de la journée de salubrité chaque samedi, le rétablissement de l'éclairage des voies publiques à travers la ville, la révision des feux tricolores dans les carrefours de la capitale et la mise à jour des panneaux de signalisation. Le ministre, je l'annonçais que le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne, a présidé une réunion préparatoire du futur Forum international d'investissement Tchad Monde Arabe, première édition. Cette rencontre vise à restituer la mission effectuée au Proche-Orient et au Maghreb. On en parle avec Mamat Oumar Moursal. Au centre de cette rencontre qui a réuni quelques membres du gouvernement tchadien et les investisseurs arabes, les travaux préparatoires de l'organisation du Forum international pour l'investissement Tchad Monde Arabe première édition. À l'ordre du jour, il s'agit de faire la situation du report du dit forum, mais aussi et surtout la restitution des différentes missions de sensibilisation effectuées au Moyen-Orient et au Maghreb. S'agissant du report du Forum international d'investissement Tchad Monde Arabe, prévu en mois de mai de l'année en cours, le ministre de l'économie et de la planification du développement s'en explique. Le Tchad est un pays important dans lequel il souhaite investir. Bien entendu, il nous demande d'améliorer un certain nombre de cadres juridiques et judiciaires, notamment le climat des affaires, ce sur lequel nous avons largement débattu. Et vous avez vu la qualité de participation aujourd'hui, tant ministérielle que des directeurs sectoriels, ministériels concernés. Et chacun a entendu ce qu'il a entendu. Des dispositions ont été prises, un agenda précis est mis en route pour faciliter, n'est-ce pas, les arrangements attendus par nos partenaires pour se mettre à nos côtés. Donc les nouvelles dates proposées, 26, 27 et 28 juin, tiennent compte des considérations, tiennent compte des attentes que nos partenaires ont exprimées, notamment la BADEA, qui est le partenaire stratégique, qui a apporté le financement et l'appui technique, et la BID autant que les autres gouvernements. Le forum Tchad Monde Arabe vers un avenir meilleur, porteur des ambitions pour le décollage de l'économie tchadienne sérieusement touchée par la chute du prix des barils du pétrole. Mamat Oumar Moursal, restez avec nous pour nous parler cette fois-ci de cette formation des secrétaires et assistants du ministère de l'élevage axée sur les techniques administratives. Votre reportage.
Durant une dizaine de jours, les secrétaires et assistants du ministère de l'élevage se sont familiarisés aux principes fondamentaux de l'administration, en l'occurrence la rédaction administrative, son organisation et son architecture, l'éthique et déontologie et les actes administratifs unilatéraux. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui du pasteur de concert avec le cabinet Epica Expertise. Notre engagement à apporter notre savoir-faire dans les ressources humaines. Pour le coordinateur du pasteur Haroun Moussa, cette formation revêt un caractère capital pour la pratique du métier des 10 agents. Participant à travers la synthèse qui a été dite, que les motions qui ont été prononcées mettent en évidence plutôt une satisfaction totale en termes de contenu. Nous avons noté par exemple le terme irrigué de savoir. Quelques recommandations liées à l'amélioration des conditions de travail ont été formulées par les participants à l'endroit du ministère de l'élevage. La directrice de la planification et du renforcement des capacités, représentant le ministre de l'élevage, exhorte quant à elle les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette session de formation. Elle promet en outre de transmettre ses doléances acquis de droit. Le dossier de ce soir nous amène à faire une immersion dans le monde des personnes malentendantes. Elles sont des personnes comme les autres. Leur handicap ne constitue en rien un obstacle dans leur univers. Ils suivent le cursus normal d'études et nourrissent d'ambition comme tous les autres. Apprendre à travers les gestes. C'est un reportage de Ali Mohamed Bello. Par ces couloirs du quartier Ardeb Djoumal, nous faisons immersion à l'école évangélique des sourds d'N'Djamena. C'est la récréation. Partout, c'est la bonne humeur. Dans le calme, ils communiquent. Ils se taquinent à travers des signes. Tranquille. La récréation, ça ne dure que 15 minutes. Retour à la salle. En classe de CM1, la leçon du jour porte sur les portraits. Tout le monde y participe. Lui, c'est Mahmoud Abakar. Il est le chef de classe. Étonnant que cela puisse paraître, il dresse la liste des bavards. Et voilà, à la dernière heure, il les dénonce. Ce type, il a la tête dure. Il bavarde trop. Et l'autre, par contre, il s'amuse. Il sort et entre comme il veut. L'ambiance est bon enfant. Visiblement, entre l'enseignant et ses élèves, c'est une histoire d'amour et d'entente. Même si avec nous, la communication est difficile, dans la foulée, nous trouvons une alternative. Communication gestuelle, appuyée par des écrits. Et voilà, le tour de passe-passe réussi et le message passe. Moi, je suis devenu sourd quand j'avais 2 ans suite de méningite. Joyeux, studieux, ces enfants le sont. Leur handicap, ils ne les prennent pas comme une fatalité. Dans cet environnement, tous rêvent grand, plus grand qu'on ne pourrait imaginer. Moi, je voudrais être infirmière pour soigner mes compatriotes. J'aime bien ce métier. Mon rêve, c'est de devenir électricien pour faire des installations électriques afin de dépanner les usagers. Moi, je voudrais ouvrir un grand salon de beauté pour coiffer, tresser, faire des manucures et pédicures, s'occuper de tout ce qui est beauté. L'aventure continue à la classe suivante, le CM2. Dans un calme total, les élèves suivent la leçon de conjugaison sur les passés composés. Elle, c'est Mingebay Florence, l'enseignante. Un intrus dans ce monde des malentendants. Elle n'a aucun problème d'audition ou de locution. Par rapport à mon enfant qui est devenu sourd, je ne pouvais pas causer avec lui à la maison comme il se doit parce que une fois être à l'école des sourds, il a appris une autre langue. Et cette langue nous manque dans la famille, donc on le comprend difficilement. Une fois sorti de l'école normale, ils ont lancé aussi cette formation. Je suis allée pour me faire former, après quoi j'ai demandé à être ici. Quand je suis parmi eux,
je suis vraiment à l'aise. Et ça les encourage aussi. Justement, son amour pour son enfant est si grand qu'elle le transpose sur ses élèves. Entre eux, règne un climat de complicité hors du commun. Une complicité qui procure assurance et joie à chacun. Suite du dossier à suivre dans le journal du 25 avril 2019. Le village Mardia, nous sommes en religion, dans le département du Chari, a désormais sa mosquée. La construction de cette mosquée, bien évidemment, est l'œuvre de l'association Arihan pour la charité en collaboration avec le fonds Cohésion. Mamata Bakar. Baptisée mosquée Khalid Ben Walid, cette mosquée est construite par l'association Arihan pour la charité en collaboration avec le fonds Cohésion, une association qui œuvre dans le domaine éducatif et social au Tchad. Plusieurs personnalités traditionnelles et religieuses ont pris part, notamment le chef de canton Assala Mohamed Kachal Ladana, le directeur des études adjoint du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Algoni Gida Mohamed, et bien d'autres. Toutes se sont relayées pour remercier et encourager l'association Arihan pour son œuvre qu'il qualifie de louable. Jamal Yahya Mohajir a remercié le fonds Cohésion pour l'appui multiforme qu'il ne cesse d'apporter à son association. Parlons à présent de la remise des attestations aux mémorisateurs du Saint-Coran organisée donc par l'organisation Al-Nahda islamique du Tchad au village Afrouk. On en parle avec Ousmane Idriss Dakoum. Ils sont 22 lauréats, filles et garçons, mémorisateurs du Saint-Coran à recevoir leur parchemin. Ceci après 3 ans d'études du livre saint de l'islam. Le major de la promotion, Hamid Ramat Mohamed, a reçu son attestation des mains du président de l'organisation Al-Nahda islamique, Cheikh Ahmed Issa Al-Alawi. Dans son adresse, Cheikh Ahmed Issa Al-Alawi loue les mérites des lauréats et appelle ceci quant à l'apprentissage d'autres disciplines islamiques. Pour les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Omar Azrak, son institution se fixe comme objectif d'accompagner les mémorisateurs du Saint-Coran. Créée en 2008, l'école coranique An-Nahda d'Afrouk est à sa 3e promotion de formation des mémorisateurs du Saint-Coran. En sport, dans le cadre de la Semaine nationale des sports, le coordonnateur de l'ONAGES Cadre Salikana a fait un don des équipements sportifs aux 23 délégations des provinces du Tchad, réunies bien évidemment à Moundou. Al-Hajj Abami Mustafa. C'est un don composé des maillots de football, basket, handball et de survêtements que l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport vient d'offrir aux 23 provinces qui sont venues participer à la 14e édition de la Semaine nationale des sports scolaires. Ces équipements sportifs permettront aux joueurs de toutes disciplines confondues de présenter une compétition de haute facture dans leurs provinces respectives. Le but est non seulement de distribuer les équipements sportifs, mais aussi encourager les jeunes à pratiquer les sports. Le coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport explique les mobiles de cette distribution. L'ONAGES vit de téléphonie mobile. Les 1 franc de téléphonie mobile qu'on retire, c'est notre argent. Le président a remis à la jeunesse cet argent. C'est pour ça, moi, en tant que coordonnateur, je suis obligé de remettre à la jeunesse ce qu'elle devait. Une action que le ministre de la promotion de jeunes, des sports et de l'emploi salue à sa juste valeur. On a pensé à vous équiper et à vous recevoir ici pour que vous festiver avec les autres ensemble, c'est que nous croyons en vous et nous pensons que la jeunesse est toujours considérée comme fer de lance par son excellence le premier sportif tchadien. Ces équipements que viennent de recevoir ces 23 provinces est le premier du genre. Ils faciliteront sans nul doute la tâche des entraîneurs dans l'accomplissement de leurs devoirs. Après la remise des équipements aux jeunes, le ministre de la promotion de jeunes, des sports et de l'emploi, accompagné d'une forte délégation, est allé au lycée Adoumdala de Moundou pour galvaniser et encourager les jeunes dans leur lieu de casernement, afin de se préparer davantage pour affronter la phase des demi-finales et la finale. Sport toujours football. Après 2 semaines de compétition, le tournoi de football à l'initiative des jeunes du MPS du Mandoul s'est achevé. Innocent Kilayo revient sur le temps fort de ce tournoi. Il y a eu au total 3 finales qui ont été organisées par les jeunes du mouvement patriotique du salut de Mandoul occidental. La première a eu lieu à Yomi.
La finale a été remportée par les footballeurs de Yomi sur un score de 2-1 au détriment de leur adversaire venu de Maïbogo. À Bekamba, il a fallu les épreuves de tir au but pour départager AS Bekamba et l'équipe de Ba. C'est l'équipe de Bekamba qui a remporté la finale sur un score de 8-7. C'est une explosion de joie du côté des supporters de Bekamba. La troisième et la dernière finale a eu lieu à Bedjondo. Très engagé par rapport aux deux autres finales, la coupe a été remportée par les footballeurs de Bedjondo sur un score d'1-0. La mobilisation, l'engouement qu'il y a sur le stade-là, je sens que les jeunes se sont déjà mobilisés. Donc le premier objectif est atteint. Le second objectif étant donc la mobilisation de nos troupes. Les structures de base, les redynamiser, c'est effectivement la même chose parce que tous les SE, tous les militants sont sortis pour participer à ce tournoi. Réconcilier tous les enfants du Mandoul à travers le football, c'est le but aussi recherché par les organisateurs de ce tournoi. Ils comptent multiplier cette initiative à travers tout le Mandoul. Par cette note de football que se referme cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.